Merci beaucoup. Bien sûr, un grand merci aux organisateurs et tous ceux qui me permettent donc d'être ici parmi vous. Et je voyais que c'était le 21e congrès. Je crois pas que j'en ai raté beaucoup. Et donc, tout à l'heure, en arrivant à Rabat, j'ai eu une drôle d'impression. Je me suis dit, je rentre à la maison. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que c'est vrai, et beaucoup d'entre vous le savent, grâce à vous tous, que c'est un peu mon deuxième pays, même si c'est peut-être pas des liens au départ ni de famille, mais c'est des liens amicaux et rien ne remplace l'amitié. Alors aujourd'hui, vous m'avez demandé, oui, et puis certains m'ont dit, mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Non, je crois que je suis venue il y a 2 ans à Marrakech, et donc en 2024. Par contre, en 2025, effectivement, je ne suis pas venue parce que j'ai eu d'autres responsabilités. Et je vous en parle parce que ça a été un peu à l'initiative du topo de ce soir, puisque j'ai eu la chance de travailler pendant presque 8 mois, 9 mois comme conseillère médicale donc au cabinet de la ministre de la Santé, des Solidarités et des Familles, donc Madame Catherine Vautrin, qui est, enfin, que moi j'ai trouvé exceptionnelle et avec qui j'ai pu travailler sur un certain nombre de sujets. Et le sujet de l'an dernier, on va le revoir, c'était vraiment les écrans. Donc j'ai eu la chance qu'elle me fasse confiance et pouvoir lui expliquer, hein, ministre, il connaît pas tout d'emblée, et donc le travail des conseillers, c'est de faire les dossiers et de voilà, essayer de lui faire comprendre un petit peu où on en est. Et j'ai eu la chance de faire une bibliographie sur ce sujet, et bibliographie qui d'ailleurs a été reprise au cabinet du Premier ministre et au cabinet de la santé de l'Élysée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi important. Et tout à l'heure, je vous entendais aussi parler du ministère. C'est vrai que quand on a la chance d'y mettre un pied et d'être écouté, je crois qu'on peut faire quand même bouger les choses. Et ça, ça c'est aussi quelque chose de très important. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler des écrans. Finalement, là aussi, quand il y a 20 ans, c'était en 2000, la première fois que je suis venue à Casablanca, jamais on n'aurait parlé des écrans. Et j'essayais de me rappeler si on avait déjà des smartphones, ou je crois à peine. D'ailleurs, dans la salle, je pense qu'il y avait 0 smartphone. Tout le monde écoutait. Et les écrans sont arrivés. Donc, c'est vraiment le 21e siècle. Et qu'est-ce qu'on appelle écran? Parce que écran, ça peut être écran de fumée, ça peut être différents écrans, des vitres ou des portes, peu importe. Mais en fait, le langage courant, c'est vraiment un écran d'ordinateur, de téléphone, de télévision. Et là, je crois que la télévision aussi est rentrée tellement à l'intérieur du quotidien, tellement à l'intérieur des familles, qu'on oublie que c'est le principal écran, et vous allez le revoir. Et puis les tablettes. Alors, la question aussi, en même temps que ces écrans sont apparus et nous ont tous captés, parce que nous sommes tous captés, en même temps, il y a quelque chose qui a émergé, ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et donc, très rapidement, ces dernières années, on a l'impression, donc ça c'est un article très récent d'un neuropsychologue, donc de février 2026, qui dit pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a plus d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement aujourd'hui. Et bon, c'est un autre sujet, mais quand même, vous voyez ce qui est représenté, des enfants précoces, des enfants avec un trouble du spectre autistique, des enfants avec des troubles de l'attention, enfin bref, dans chaque classe, finalement, on peut mettre une étiquette sur tous les enfants. Classe qui a 20 ans ou 30 ans, jamais on aurait dit un enfant qui s'ennuie, un enfant qui va trop vite, un enfant qui va moins vite, un enfant qui a une relation sociale un petit peu particulière. Donc, actuellement, la question qui se pose, c'est quelle est la valeur du diagnostic? Est-ce qu'il y a des surdiagnostics? Est-ce qu'il y a des sous-diagnostics? Et la question reste encore entière.
Mais très vite, le bouc émissaire de tout cela, ça a été les écrans, donc rôle des écrans. Vous voyez que ces petits schémas, j'ai appris aussi à manipuler les écrans et en particulier l'intelligence artificielle, donc je m'amuse beaucoup dessus. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit dessin. Ah pardon, il faut pas citer les plateformes, enfin peu importe. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment ça, donc trop d'écran, cerveau en panne, inculture, retard de langage, les parents complètement affolés, et puis voilà, mais quand même, il nous met aussi que si on a un peu moins d'écran, on peut faire autre chose. Et en même temps, la littérature scientifique, donc j'ai pris ce schéma, je pense, hier ou avant-hier, donc vous voyez, lorsqu'on met retentissement des écrans sur le neurodéveloppement, on a 2443 résultats, bien sûr, je ne vais pas tous vous les montrer, très peu dans les années, enfin on va dire au XXe siècle et depuis le début du XXIe avec l'apparition, et là on est déjà 2026, on est déjà très haut au mois de mars, et donc bien sûr ça va être une augmentation exponentielle. Alors avant de parler du retentissement, je voulais juste refaire un peu le point sur le développement cérébral, parce qu'on parle de troubles du neurodéveloppement, mais il est aussi important de bien comprendre de quoi on parle, et que très souvent, il y a un peu une méconnaissance de ce qui se passe. Alors, vous le savez, c'est une période cruciale, c'est les acquisitions précoces du nourrisson, et il y a des déterminants génétiques, dont on ne va pas parler aujourd'hui bien sûr, mais il y a aussi les dépendances à l'environnement postnatal, parfois même un petit peu anténatal, mais on va parler surtout du postnatal, et c'est là où se situeraient donc les écrans, avec un effet délétère sur les déterminants et le développement en postnatal. Vous rappelez très rapidement, vous voyez sur cet IRM fœtal que le neurodéveloppement, c'est du début de la grossesse, très tôt, et ces planches sont absolument admirables, où on voit un cerveau presque lisse, où il n'y a absolument pas de sillon à 21 semaines, et puis on peut le suivre en IRM de façon progressive, et on voit à la 37e semaine, on a un cerveau donc d'un petit nouveau-né, où tout s'est mis en place quand tout se passe bien. Et puis maintenant, on peut aller un peu plus loin, et c'est des outils absolument fabuleux des neurosciences, donc où on voit aussi se développer, là vous voyez un cerveau de 18 semaines, où il commence à y avoir l'émergence des neurones et de la glie qui va arriver, et pour arriver à cette espèce d'effervescence de réseau, qui n'est que le début en fait, parce que ça c'est à 40 semaines de grossesse. Il faut bien se dire qu'après la naissance, avec l'environnement, c'est là que tous les réseaux vont se mettre en place. Donc évidemment, la question qui se pose, est-ce que l'exposition précoce des enfants, des cerveaux d'enfants à des écrans va perturber la mise en place de tous ces réseaux qui sont indispensables après pour les apprentissages, et même plus tard dans la vie adulte, qui sont indispensables à tout cela. Très rapidement, ça vous le connaissez, mais bien dire les modules du développement avec les structures sous-corticales qui conditionnent la motricité globale, les aires corticales primaires, la motricité fine, les aires corticales associatives, donc communication, socialisation, et bien sûr, rien ne peut se mettre en place. Un enfant qui a un trouble de la socialisation, de la communication, aura une motricité fine beaucoup plus mauvaise qu'un enfant qui a une bonne communication. Vis-à-vis du langage, qu'est-ce qui se passe? Alors, le langage, c'est donc une interaction, là encore, entre des aptitudes innées, que ça part plus de l'hémisphère gauche et tout ça. C'est extrêmement programmé. On ne peut pas se dire un jour, tiens, moi, j'aimerais que mon enfant, il ait son hémisphère droit qui travaille plus que le gauche. Non, ça, c'est vraiment déterminé génétiquement. Mais c'est aussi les informations linguistiques de l'entourage, et on arrive à ces fameux écrans, parce que ce qui va conditionner la mise en place de ce langage, et ça on sait très bien que des enfants qui n'ont pas eu de relation, d'interaction, d'échange affectif, il y a l'expérience de l'enfant loup Victor de l'Aveyron, qui avait été élevé par des loups, il n'a jamais appris à parler parce qu'il n'a jamais eu cet environnement. Donc là encore, est-ce que les écrans agissent à ce niveau-là? Autre chose, l'interaction sociale. On apprend à parler parce qu'il faut communiquer avec l'autre. Et des tout petits de 9 mois qui ne parlent pas encore, mais qui mettent en place la socialisation, se rendent bien compte que quand celui-là a un hocher
il va prendre celui de l'autre et l'autre va le pousser pour finalement récupérer ce hochet qui semble beaucoup plus les intéresser. Donc là, c'est bon, ils communiquent, ils interagissent, ils se tapent un peu dessus, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils se rendent compte, bien sûr, de ce qu'ils veulent et qu'ils puissent le déterminer, comme là aussi prendre le biberon de l'autre. Ça, c'est ce qu'on observe. Mais après, en IRM fonctionnel, maintenant, les outils aussi nous permettent de voir ces fameux développements. Et vous voyez cette expérience qui a été faite chez des enfants de 3 mois. Et on se rend compte que le nourrisson de 3 mois a déjà des circuits neuronaux qui lui permettent de repérer certains éléments répétés de la phrase. Da, 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 ga, ga, ga. Donc, qu'est-ce que ça nous fait dire ? À 3 mois, c'est peut-être pas mal déjà de parler à l'enfant. Et même si on lui parle bébé, da, 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 ga, 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 il a le circuit neuronal qui est déjà en place et les réseaux vont pouvoir se développer. L'écran ne pourra jamais faire da, 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 ga, ga, ga. Et on va aller un peu plus loin. Donc la prosodie, clé d'entrée dans la langue maternelle. Donc là aussi, des expériences avec des écoutes hypnotiques nous montrent que la voix de la mère, c'est DJ1. Alors vous me direz que l'enfant l'a déjà entendu pendant toute la période de la grossesse. Et la langue maternelle, c'est DJ4. Et la langue maternelle, c'est ce qui entoure l'enfant. C'est pas forcément la mère qui parle, mais ça va être toute la famille autour, s'il y a des professionnels, etc. Et puis d'autre part, dans un vrai accordage et une vraie interaction sociale, et là encore, on peut se demander ce que fait l'écran là-dedans, c'est que le langage destiné aux nourrissons, il est plus lent. Et vous avez tous vu quand vous parlez à un bébé, « Oh mon bébé, que tu es beau !» On ne lui dit pas « Oh mon bébé, que tu es beau !» Et spontanément, on a un langage plus lent, avec une hauteur tonale moyenne qui est beaucoup plus haute et des contours exagérés. Là, on reproche souvent aux adolescents actuels et aux jeunes de parler très très vite et on ne comprend rien. Enfin, moi, pour ma part, je suis souvent un peu en difficulté, hein, comme ça. Et en fait, même ces jeunes femmes qui parlent très très vite, qui ont ce discours, je parle des femmes, mais on peut dire aussi pour les hommes, hein, bien sûr, qui ont ce discours très rapide, quand ils vont parler à un bébé, et en particulier le leur, ils reprennent spontanément sans qu'on leur dise, donc ce langage qui va favoriser les performances phonologiques, et c'est ce qu'on appelle un feedback contingent. Donc la mère va donner ça aux vocalisations des enfants, et pour les enfants, ça va augmenter la quantité et la complexité des vocalisations dans un vrai échange, un vrai accrochage. Et ça, finalement, il y a eu une étude en 2003 qui est passée un peu inaperçue parce que c'était le début. C'était le début de l'histoire des écrans. Là, c'était la télévision. Donc, c'était des petits-enfants américains qui étaient exposés à du mandarin, donc du chinois. Il y avait un groupe d'enfants qui était face à quelqu'un qui leur parlait chinois et un autre qui entendait le chinois au travers d'un écran de télévision. Et seul le groupe donc, qui a été exposé en live a appris à discriminer les phonèmes du mandarin. Bon, vous me direz qu'à 9 mois, savoir parler chinois, c'est peut-être pas l'objectif de tous les enfants, mais ça montre bien justement l'intérêt de parler directement à un enfant. Donc vous me voyez venir, ce qu'il faut, c'est vraiment leur parler. Alors on saute un peu les étapes et en 2024, donc il a été mis en place donc, en France par le président de la République une commission pour évaluer les enjeux attachés à l'exposition des enfants aux écrans et formuler des recommandations. Donc là, c'était vraiment les pouvoirs publics qui se préoccupaient de cette histoire et voir un peu comment on pouvait faire. Il y a donc une commission qui s'est mise en place, 150 jeunes, des centaines d'experts, etc., etc. Et un rapport a été émis très rapidement, hein, entre janvier 2024 et avril, donc en 3 mois, qui s'est appelé « À la recherche du temps perdu » et la commission enfants et écrans. Et puis, donc là, une fois que les rapports, il faut qu'ils soient moulinés au niveau des cabinets, des différents services, des GOS, des GS, etc. Et donc, il y a un arrêté qui a été publié en juillet 2025 et qui a dit qu'il était interdit d'exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans,
notamment dans les crèches, les haltes garderies ou les lieux d'accueil proposés par les assistantes maternelles. Donc, quand l'enfant était dans un lieu de la petite enfance, il ne fallait plus du tout utiliser les écrans, en sachant que ce qui se passe à l'intérieur des familles et au domicile des familles, c'est beaucoup plus difficile de faire passer ce type de précautions. Et puis, ce qui a un peu déchaîné les foudres l'an dernier, c'est une tribune donc, qui est sortie en avril 2025, qui avait été écrite par Servan Mouton, donc qui était coprésidente du rapport Enfants et écran, qui est une neurologue, et qui avait dit les activités sur écran ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans, elles atterrent durablement leur capacité intellectuelle. Alors, donc ça a été co-signé par 5 sociétés savantes et il était dit que les écrans étaient inadaptés aux besoins du cerveau en développement avant 6 ans, que ça entraînait un retard de langage, des troubles de l'attention, mémorisation, agitation motrice, perturbation du sommeil et de la vision, et puis la pauvreté des interactions écran-enfant par rapport à la vraie vie, et dire que pas d'écran avant 3 ans, il fallait passer à pas d'écran avant 6 ans, et là on rentrait dans quelque chose de plus complexe au niveau de mise en place pour les pouvoirs publics. Et puis finalement, est-ce qu'il fallait vraiment donner ce type de recommandations ou pas? Donc cette tribune a été publiée dans Le Monde. Et puis très rapidement, donc 29 avril, 2 mai, dans Le Figaro, donc un autre article, une autre tribune, donc là d'un professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, donc Grégoire Borst, qui travaille aussi au sein de l'IHU de Robert Debré, donc publie Danger des écrans avant 6 ans, ce que dit vraiment la science. Et il dit qu'en pratique, en fait, il n'y a pas vraiment d'argument pour interdire les écrans avant 6 ans. Donc vous voyez, mythe ou réalité, où on est, ça commence. Donc une opinion, les mots sont très forts, mais ça c'est des tribunes journalistiques, hein, on reverra après au niveau scientifique. Donc opinion empreinte de militantisme qui risque d'avoir un effet contre-productif en raison de son caractère inapplicable. Et voilà, donc ils disent que la tribune met en avant les troubles de l'attention et de la mémorisation, mais sur le plan scientifique, les certitudes manquent, et ils citent des exemples d'IRM qui ont été faits et qui ne montrent pas que les écrans ont un effet délétère sur le développement du cerveau. Une autre tribune donc publiée dans l'Express, cette fois-ci, par Franck Ramu, donc là aussi un chercheur donc, au laboratoire de sciences cognitives de l'École normale supérieure, et qui dit, faut-il vraiment, là aussi très polémique, hein, faut-il vraiment interdire les écrans avant 6 ans, les dessous d'une croisade qui part en vrille. Donc les mots étaient quand même très forts, et il dit qu'il n'y a pas de données épidémiologiques solides, ni d'études qui démontrent un effet causal direct entre l'utilisation des écrans et les diagnostics en hausse. Donc, il dit qu'il s'explique davantage par des facteurs comme l'élargissement des critères diagnostiques, et ce que nous rappelait le psychologue aussi tout à l'heure. Il y a aussi, là encore, dans ce type de diagnostic, peut-être un surdiagnostic. Et puis, il y a peut-être une corrélation, mais corrélation ne veut pas dire causalité. Donc, ce qu'on observe chez des enfants, ça ne veut pas dire que la cause, c'est l'écran. Même si on observe qu'en même temps que sont apparus les écrans, il y a plus de troubles, ou en tout cas qui sont mieux repérés. Donc ça continue à être très compliqué. Et donc d'autres facteurs familiaux, sociaux, génétiques, c'est un impact sur le développement cognitif et son exposition aux écrans. Et puis, il a été mis en évidence aussi des effets positifs sur le développement de l'enfant, et avoir même des bénéfices liés à des contenus éducatifs. Donc, les écrans, peut-être ne pas tout mettre entre guillemets à la poubelle, et certains contenus peuvent au contraire aider les enfants. Et en tout cas, bien faire des recommandations pour l'enfant. Donc, c'est surtout pour les parents insister sur les interactions verbales, sociales, des stimulations, tout comme on l'a déjà vu. Et puis, en allant un peu plus loin, donc un groupe d'échange de neuropédiatres et un collègue donc à Montpellier qui a écrit aussi pas mal de revues sur le sujet, et qui dit que, en fait, en reprenant vraiment toute la littérature, s'il y a un effet des écrans sur la cognition, c'est plutôt d'intensité très modérée, après ajustement des dossiers socio-éducatifs, etc., et négatifs. Et en fait, les interventions à visée éducative peuvent avoir
un effet positif. Donc, vous voyez, on est encore entre les deux. Et bon, donc dire que l'exposition est très importante en France dès 2 ans, et je pense qu'on peut dire la même chose au Maroc. Je ne connais pas les études, j'ai essayé de les chercher, mais j'ai pas trop trouvé sur ce qui était fait ici, mais j'imagine c'est la même chose. Et puis on reverra l'importance de la TVA allumée, enfin bon, bref. Et surtout l'importance de la technoférence parentale, c'est-à-dire des parents en permanence sur leurs écrans, qui scrollent en permanence, même quand ils vont donner à manger à leur enfant, même dans des moments où théoriquement l'interaction doit être entre guillemets le maximal, et elle se fait pas de la même d'une bonne façon. Alors, donc, ces experts trouvaient que c'est cette tribune qui a en fait déclenché un peu tout ça, et donc on a tout repris. Donc, il y a des corrélations, mais pas de réel lien causal. Nombreux biais, milieu social, sommeil, stress ou contexte familial. Les effets sur le QI, la cognition sont souvent décrits comme modestes après ajustement. Et puis des contenus ludo-éducatifs qui, par contre, avec un adulte, peuvent avoir des effets positifs. Et ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être qu'un enfant qui est plus exposé peut être aussi celui qui cumule le plus de facteurs de risque en dehors de l'écran. Alors, que dit la science ? Alors, une étude extrêmement importante, donc une cohorte, c'est une cohorte d'enfants français, la cohorte ELF, a essayé, donc c'est une cohorte épidémiologique qui reprend un certain nombre de points sur une très grande cohorte de 14 000 enfants qui ont été suivis entre 2 et 5 ans et demi. Et l'objectif, c'était de comprendre comment l'utilisation des écrans influence le développement cognitif des jeunes enfants. Donc là, vraiment, la méthodologie était très bonne. Et les résultats qu'ils ont trouvés, bon, déjà un temps d'écran moyen quotidien qui était quand même très élevé, hein, à 2 ans, 56 minutes, à 3 ans et demi, 1h20. Alors ça, le temps aussi, il faut bien se dire que le temps d'écran moyen quotidien, il est demandé aux parents. Donc, est-ce qu'il est surcalculé ou sous-calculé? C'est toujours très difficile puisque c'est un questionnaire parental, et 1h30 à 5,5 ans. Donc un temps qui est plus élevé, il semble dans certains milieux plus défavorisés au niveau social, socio-économique. Des différences selon le niveau d'études maternelles, des origines migratoires, des régions. Et puis surtout quelque chose aussi en corrélation, et c'est pour ça que c'est très important d'agir précocement. Un enfant très exposé à 2 ans a davantage de chances de l'être encore plus tard. Il va rester extrêmement sensible, donc à la consommation d'écran. Et enfin, donc, ils mettent en évidence des effets négatifs avec corrélé au temps d'écran, une diminution du langage. La télé allumée pendant le repas entraîne un retard de langage, et surtout la diminution de l'interaction parent-enfant. Et donc le contexte, on l'a déjà dit, qui joue dessus et qui modère les effets, qui peut-être peut expliquer que l'enfant qui va être soumis à 2 heures de télé par jour, mais qui par ailleurs a une activité quotidienne, a des échanges de qualité, n'aura peut-être pas les mêmes difficultés que l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir exactement qui fait quoi. Et donc, ce qui est le point le plus robuste de cette étude, c'est le contexte relationnel. À risque, c'est clair, entre 2 ans et demi et 5 ans, les enfants qui prennent, parce qu'en France, on est encore un pays où les enfants prennent le repas à table avec leurs parents, mais si tout le monde est devant la télévision allumée et face à ces écrans, adultes comme enfants, là, c'est clair qu'il y a une difficulté de langage qu'on va constater. Donc voilà, un usage parental qui interrompt les échanges. Hein. L'enfant pose une question, et on a vu plusieurs posent une question, et les parents ne répondent pas parce qu'ils sont eux-mêmes sur leur écran, les mails et tout ce que vous voulez. Et puis l'exposition précoce, longue et sans accompagnement des écrans. Donc, lorsque les contenus sont adaptés à l'âge, et on va voir qu'il y en a, lorsqu'il y a un co-visionnage, un dialogue avec l'adulte, lorsqu'il y a un usage ponctuel qui ne remplace ni le sommeil ni le jeu libre, et l'intégration de ce qu'on appelle maintenant ce terme, moi je l'ai découvert, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser, c'est une hygiène digitale. Donc c'est, mais aussi bien pour les adultes que pour les enfants,
c'est savoir utiliser à bon escient ces écrans qui sont absolument fabuleux, mais qui peuvent entraîner des difficultés. Alors, on va passer très vite parce que finalement, donc un colloque scientifique organisé par la Fondation de recherche médicale, on retrouve Grégoire Borst, qui lui dit et reste encore très nuancé sur les effets négatifs sur le neurodéveloppement, et il insiste beaucoup quand même sur le sommeil, et chez les enfants un peu plus grands, donc avec la lumière des écrans qui dégrade la qualité et qui peut nuire aux apprentissages, donc ne pas s'endormir avec sa tablette allumée ou son smartphone ou autre. Et Séverine Erel, qui elle aussi travaille dans un laboratoire de psychologie, trouve que voilà, il y a quand même des effets médiatiques beaucoup trop importants autour du sujet, sans consensus scientifique clair, et que la majorité des études ne montrent que des liens faibles, sans preuve de causalité. On retrouve vraiment dire que l'écran entraîne à lui tout seul un trouble du langage, c'est peut-être un peu rapide si par ailleurs on n'a pas développé ces interactions parentales, etc. Donc voilà, c'est ce qu'elle reprend. Autre papier, donc les écrans altèrent le développement des enfants et des adolescents. Donc là, ni entièrement nocif, ni entièrement bénéfique. On est entre les deux. Les effets, toujours, on retrouve ça, l'âge, le temps d'exposition, et tout ça, c'est quand même des méta-analyses sur plus de à peu près 1400, 1500 chaque fois études sorties de la littérature. Donc, c'est normal d'avoir des inquiétudes parce que l'exposition des enfants est de plus en plus précoce. Attention, toujours pareil, entre la corrélation et la causalité, et aux alertes médiatiques. Et on sait le pouvoir des médias, on l'a vu en introduction, donc avec des controverses qui peuvent être extrêmement violentes et on ne s'y retrouve pas. Et en fait, il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs. Voilà, donc il faut vraiment des méthodes expérimentales, il faut bien vérifier donc l'ensemble du développement, et le type de contenu compte souvent plus que le temps d'écran. Donc il faut analyser les usages plutôt que diaboliser les écrans en bloc. Si on regarde un peu suivant les écrans, alors la télévision, il est souvent rapporté, donc troubles du sommeil, obésité, diminution des performances scolaires, troubles de l'attention. Mais là encore, il faut tenir compte du contexte familial et de ce qui se passe autour de l'enfant. Et puis, les programmes éducatifs peuvent soutenir le vocabulaire. Alors, par exemple, pour ceux qui font du co-visionnage avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, une émission qui s'appelle Dora donne un meilleur vocabulaire que les Teletubbies. Je vois que certains hochent dans la salle, donc ont testé ça avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais voilà, donc bien reprendre, et on se rend compte que finalement, moi-même j'ai regardé Dora pour la première fois il n'y a pas très longtemps, il y a quand même un langage qui a assez évolué, avec un vocabulaire qui est assez riche aussi, et on peut en discuter. Voilà, les jeux vidéo, donc c'est un problème, usage excessif, on est bien d'accord, c'est un problème réel, mais il y a aussi des effets positifs, et là on le sait très bien, qu'il y a vraiment des jeux vidéo qui sont éducatifs et qui fonctionnent bien, et j'en veux pour preuve que certains enfants avec des troubles avérés du neurodéveloppement, des enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires, des enfants, je pense par exemple aux anciens prématurés qui ont vraiment des difficultés, dyspraxie ou autres. Et avec les jeux vidéo, et les orthophonistes font des choses absolument fabuleuses. Et il y a des jeux qui sont vraiment éducatifs et j'allais dire vraiment des jeux thérapeutiques pour ces enfants et qui fonctionnent parfaitement bien. Voilà, donc ça peut aider l'écriture, la lecture, les mathématiques. Alors, les réseaux sociaux, c'est pour un peu plus tard, mais ça pose des réels problèmes, et vous le savez. Mais là aussi, le lien est parfois faible. Et au contraire, les réseaux sociaux, et là on est tous, je pense qu'on est tous sur WhatsApp et on se communique en permanence. Et on peut, comme ça, on garde des liens d'amitié, on peut envoyer des photos et compagnie. Donc, il y a des choses épouvantables sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a des très bonnes choses qui permettent de garder des liens aussi amicaux, des liens familiaux, intergénérationnels, malgré les risques de cyberharcèlement.
Donc, en fait, il faut vraiment essayer d'adapter les usages à l'âge de l'enfant, placer la console dans un espace commun, jouer avec l'enfant ou s'intéresser à ce qu'il fait, ne pas le laisser seul avec un écran, éviter le smartphone à table, on l'a déjà dit, et prévenir les transitions. Tu termines, puis on arrête. Non, quand il faut poser un appareil, on le pose. Et là aussi, c'est quand même un système éducatif. Et là, on rentre dans autre chose. L'enfant roi, l'enfant qui peut faire ce qu'il veut. Enfin bon, c'est autre chose, mais qu'on va retrouver aussi avec cette utilisation des écrans. Donc, il faut vraiment accompagner les pratiques numériques pour être plus efficaces plutôt que les stigmatiser. Autre étude, là, c'était des Canadiens qui ont travaillé sur l'écran et développement du langage. On retrouve la même chose, des effets négatifs et des effets positifs. Et en conclusion, privilégier la qualité et limiter la durée d'exposition. Une autre étude qui a été faite, donc c'est le même groupe de Canadiens pendant l'épidémie Covid. Il y a 46 études qui avaient été publiées, 29 000 enfants. Là, je dois dire que si on fait ce type d'études, on n'est pas dans la maladie rare. Hein, on peut avoir tout de suite des cohortes extrêmement impressionnantes. Et donc, on voit qu'effectivement, pendant cette période Covid, les enfants, les adolescents ont beaucoup plus utiliser les écrans et les risques donc avec retentissement sur le sommeil, l'activité physique, la santé mentale. Enfin, une autre étude, là, 2024, donc là, une méta-analyse de 7441 études, soit 176 742 enfants étudiés entre 0 et 5 ans. Pareil, effet négatif, on est d'accord. Attention à l'usage parental routinier, donc quand les parents sont vraiment accros à leur écran. Là aussi, il y a une diminution des compétences psychosociales et les effets positifs quand il y a un co-visionnage parent-enfant. Donc, finalement, une fois de plus, c'est le contexte socio-familial qui va compter plus que le temps seul devant un écran. Et enfin, donc là, un ouvrage qui est sorti, qui posait exactement la question que vous m'avez posée, donc les enfants et les écrans, mythes et réalité. Et là encore, c'est une lutte contre les idées reçues, que les enfants seraient moins intelligents, moins cultivés. Or, on sait très bien qu'il y a des contenus, là encore, qui, au contraire, leur donnent accès à des informations et à un niveau culturel beaucoup plus important que celui, entre guillemets, naturel. Voilà, pas d'effet systématique et importance du contexte. Et ce ne sont pas les écrans qui entraînent des troubles, mais leurs usages. Et alors, j'aime bien dans leur conclusion, elles mettent que, et ça peut-être ça va être analysé dans quelques années, que la télévision, les comics, les jeux de rôle, les jeux vidéo, mais aussi le flipper dans les années 1930 ont autant déchaîné les passions que le numérique aujourd'hui. Voilà, donc on a peut-être besoin toujours de moments un peu j'allais dire pas de se faire peur, mais quand même d'avoir ces espèces d'angoisses, surtout sur un sujet comme celui-ci et qui est encore une fois très médiatisé et ce qui contribue. Et puis maintenant, on a les réseaux et en fait, tout ça va circuler sur des réseaux, des bonnes comme des fausses informations. Alors, sur le sommeil, qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout lorsque l'écran réduit les échanges verbaux. Et on a des associations négatives pour la quantité, mais par contre positives, une fois de plus, sur le langage, pour le co-visionnage et les contenus éducatifs. Le sommeil, par contre, c'est plus consensuel, et surtout le soir, donc associé à une moins bonne qualité, durée du sommeil, donc éviter vraiment les écrans. Mais très franchement, on fait les mêmes études chez les adultes, c'est pareil. Hein. L'adulte qui lit ses mails ou qui joue à un jeu ou qui fait je sais pas quoi d'ailleurs, qui regarde ce qu'il veut sur ses réseaux, il va moins bien dormir. Non, je n'irai pas plus loin. Il va moins bien dormir que celui qui s'endort tranquillement au bout d'une heure au calme en ayant bu sa camomille. Et la santé physique, bah pareil, c'est clair qu'un enfant qui n'a pas d'activité physique parce qu'il est en permanence sur un écran, bah, il aura plus de difficultés. Voilà. Et quant à la myopie, les effets sur la lumière bleue, ça c'est aussi très controversé. C'est mis en avant, mais ça n'a pas été démontré. L'épidémie de myopie que
dénoncent certains ophtalmos. Là aussi, c'est peut-être une meilleure prévention, un meilleur dépistage. Il y a beaucoup de myopes dans la salle. Je ne sais pas à quel âge vous avez été dépisté, en tout cas traité, porter des lunettes. C'est rarement aussi tôt que ce qu'on voit maintenant, et certainement qu'on a raison de traiter plus tôt. Mais voilà, donc certainement un meilleur dépistage. Alors, dernier point, article très récent, donc de fin 2025, énorme étude anglaise, et 25 000 adolescents, 3 ans de suivi, des ados qui utilisent les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les symptômes internalisés, enfin qui travaillent même avec des outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle maintenant les compagnons d'intelligence artificielle. Et leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas de lien causal significatif entre l'usage des écrans et les troubles mentaux, et que ces difficultés ont des causes multiples et au-delà des écrans. Et dernière étude, 2026, et là, donc c'est Singapour, une très grande cohorte aussi qui s'appelle Gusto, et où ils ont suivi 168 enfants avec, et c'est en prenant comme data le temps d'écran, des IRM, ils ont fait des IRM à 4 ans et demi, à 7 ans et demi, avec des techniques de diffusion, donc des données sur la performance de la décision avec des tests très particuliers, et à l'âge de 13 ans, des symptômes d'anxiété. Voilà, donc c'est un article qui est très bien fait, ils expliquent parfaitement leur méthodologie. Et les résultats, donc, ils trouvent qu'il y a une diminution donc, de l'intégration du réseau vers entre 4 ans et demi et 7 ans et demi, et qui va donner un temps de réaction, de réactivité qui va être plus lent, hein, une augmentation de ce temps de délibération, et puis qui aura plus, et que ces enfants auront des symptômes d'anxiété plus grands à l'âge de 13 ans. Voilà, et puis aussi, ce qu'ils disent, c'est que quand même, ce qu'ils mettent en relation, c'est on est très anxieux à 13 ans lorsqu'on a une maturation plus rapide. Alors là, ils parlent plus de maturation rapide, alors qu'au départ, il était dit qu'il y avait un trouble de mise en place du développement. Là, au contraire, il y aurait une maturation plus rapide qui se traduirait par une augmentation de l'angoisse, de ces comportements anxieux à l'âge de 13 ans. Et quand même, il conclut, c'est l'une des premières études dans ce sens, il conclut qu'il faut beaucoup d'autres études pour soutenir tout à fait ces résultats. Alors, que retenir de tout ça ? La question, les enfants sont-ils bons ou mauvais ? Ben moi, je ne peux pas y répondre. Quel écran ? Pour quel contenu ? À quel âge ? Avec qui ? Combien de temps ? Et à la place de quoi ? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est pas tout bon, enfin c'est comme souvent dans la vie, hein, c'est pas tout blanc et tout noir. Donc le repère, c'est clair. Et ça, c'est notre rôle de pédiatre. C'est reprendre l'éducation des parents. Parce que les parents, comme les grands-parents, ils ont vu arriver ces écrans extraordinaires. Mais tous, hein, je regarde là dans la salle. Non, je suis contente parce que vous l'utilisez pas trop. Mais c'est clair qu'on a tous vu arriver cet outil et qu'on s'en sert en permanence. Les enfants font pareil. Donc, il faut vraiment reparler avec les parents en repartant du développement, du neurodéveloppement et des bases du neurodéveloppement telles que je vous les ai montrées, en insistant sur l'interaction directe sans écran comme interface, donc moins d'écran passif, plus d'interaction, plus de jeux libres, mais aussi l'enfant a le droit de s'ennuyer. Vous avez tous vu ça en consultation. Pour être tranquille, les parents donnent un écran aux enfants. Tous, vous l'avez tous vu. Voilà. Et non, ben l'enfant, il a le droit de s'ennuyer, même quand on ne lui parle pas, il a le droit de râler, mais surtout, ne lui donnez pas un écran. Plus de sommeil, plus d'activité physique et l'éducation parentale, bien évidemment. Alors, pour terminer, je laisse la parole à Victor Hugo, ce grand poète, et qui nous dit que l'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle l'avenir. Merci beaucoup pour votre attention.